Bien, il me semble que nous sommes live. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir chez moi, dans mon salon, pour ce webinaire de confinement dans lequel on va aborder une question qui anime, je le sais, tous les repas de famille, en tout cas dans les familles dans lesquelles on parle un petit peu de football, qui anime tous les cafés du commerce de France et de Navarre. Les joueurs de foot sont-ils trop payés? Alors évidemment, l'idée qui est derrière, c'est d'aborder cette question sous l'œil, sur le prisme de la science économique et de le faire, vu les circonstances exceptionnelles, de façon ludique, décalée et en toute décontraction. On va rester ensemble une bonne heure et on va donc discuter de ce sujet, qui est un sujet beaucoup plus sérieux que le foot ne le laisse penser de prime abord, parce que derrière cette question se pose en fait pour un économiste des mécanismes de formation des prix. Et en fait, le salaire étant considéré comme le prix du travail, c'est une réflexion qui peut s'appliquer à un bon nombre de marchés pour lequel le salaire est la contrepartie d'un travail donné et fourni. Donc, on va faire ça pendant la prochaine heure. Donc, vous aurez la possibilité de poser des questions sur l'onglet questions qui est sur la droite de votre fenêtre. Les questions, j'essaierai d'y répondre, alors probablement pas à toutes, mais plutôt en fin de session, de façon à ne pas hacher trop l'exposé. Et j'ai une deuxième information également à vous communiquer avant que nous commencions, c'est qu'il se peut que selon votre navigateur, vous ayez une dizaine, voire une quinzaine de secondes de décalage entre mes propos et les projections et l'affichage sur vos écrans. Si vous voulez vraiment une navigation de qualité et optimale, le mieux est de vous positionner sur Google Chrome, sur Safari ou sur Mozilla Firefox. Ce sont les navigateurs qui, me semble-t-il, marchent le mieux avec la solution technique qui est Livestorm qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, donc sans transition, on va rentrer pendant une bonne heure dans une discussion dans l'univers du football selon le regard de l'économiste. Alors avant de savoir si nos joueurs de foot sont effectivement trop payés, il faut peut-être commencer par le commencement et s'intéresser à tout simplement la fortune dont peuvent disposer leurs employeurs. Je me suis amusé, alors vous allez me dire, les économistes sont drôles de jeu, mais je me suis amusé en fait depuis 1996-97 à sommer les revenus des clubs qui composent en fait les championnats de première division des 5 grands championnats européens, à savoir l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France. Et regarder un petit peu l'évolution de ces fortunes jusqu'à nos jours. Alors, évidemment, ne tenez pas compte vraiment des projections pour la saison 2019-2020, dans la mesure où, effectivement, c'était des projections qui avaient été réalisées avant la crise du Covid, et je pense que ça animera pas mal de discussions à la fin de ce séminaire. Toujours est-il que, en regardant la progression de ces courbes, on se rend bien compte qu'effectivement, on a des employeurs, des clubs de l'élite qui disposent de plus en plus de revenus. Alors, sans dévoiler un grand secret, il est aisé en fait d'imaginer quelle courbe correspond le championnat anglais et à quelle courbe correspond le championnat français. Le championnat anglais est effectivement le championnat aujourd'hui le mieux doté. Le championnat de France, parmi les 5 grands championnats européens, est celui qui est un petit peu à la traîne. Et puis, positionné de façon intermédiaire, on a le championnat italien qui est un petit peu mieux doté que le championnat français. Et puis, on a les championnats espagnols et allemands qui s'en sortent très, très bien. Et je dirais même que le championnat allemand s'en sort relativement mieux que le championnat espagnol, toutes choses égales par ailleurs, dans la mesure où le championnat allemand de première division compte 18 clubs qui se partagent finalement les mêmes revenus que les 20 clubs espagnols. Alors, si le business du foot tourne aussi rond, c'est essentiellement grâce à l'explosion des droits de retransmission audiovisuelle, télévisuelle, parce que vous le savez, les diffuseurs, que sont les chaînes de télévision type Canal+ ou beIN Sports en France, sont des diffuseurs qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir le droit de retransmettre les compétitions de football. Je vous ai mis sur ce petit graphique en bâton les montants qui sont actuellement dépensés par les diffuseurs pour avoir le droit de diffuser les compétitions nationales à la fois sur l'échelon national, en bleu foncé, et également les retransmissions à l'échelle internationale, c'est le bleu clair. Là, pareil,
inutile d'être grand sage pour comprendre que le championnat anglais est le championnat qui se vend le mieux, à la fois, qui se valorise le mieux, à la fois sur les chaînes nationales et également à l'international. Et le championnat français, des 5 grands championnats européens, est celui qui se valorise le moins bien, notamment à l'international, puisque aujourd'hui, la diffusion internationale des rencontres de football français de première division ne sont valorisées qu'à hauteur de 80 millions annuels. Si les droits télé ont littéralement explosé ces dernières années, c'est pour tout un tas de raisons très techniques sur lesquelles je ne vais pas trop revenir aujourd'hui, mais on pourra éventuellement en parler lors de la session de questions-réponses. Si se valorise aussi bien aujourd'hui, c'est tout simplement parce que les détenteurs des droits d'exploitation des championnats de foot, de l'élite, ont mis en place des techniques d'enchères. Ils ont morcelé le championnat en divers lots. Il y a les matchs du dimanche soir, ceux du samedi après-midi, il y a les matchs du dimanche après-midi, puis il y a les matchs, on va dire, de multiplex de samedi soir. Et en fait, tout ça a permis, en morcelant les produits, de créer de la concurrence, une forte concurrence en fait entre diffuseurs pour acquérir des lots. Et en créant cette concurrence, on a incité les diffuseurs à toujours surenchérir pour pouvoir mettre la main sur ces fameux droits de diffusion. Si les droits télévisuels explosent également, c'est parce que les débouchés internationaux sont de plus en plus importants, notamment pour le championnat anglais, mais également pour le championnat espagnol qui en tire des subsides très importants. Et aussi, il faut bien l'admettre, c'est un produit qui est relativement surévalué. En tout cas, si on s'en réfère aux propos récurrents des patrons de chaînes de télévision qui déclarent à ceux qui veulent bien les écouter que la plupart du temps, il s'agit d'un investissement en pure perte dans la mesure où ils sont rarement en capacité de pouvoir recouper par les abonnements, par exemple, qu'ils vendent par ailleurs, les sommes qu'ils investissent malgré tout et qu'ils continuent d'investir dans le foot, qui reste un produit vitrine et un produit d'appel qui est très très fort. Donc, nos clubs professionnels bénéficient de cette manne financière qui émane des droits télévisuels. Aujourd'hui, c'est entre 46% et 60% de l'ensemble de leurs revenus qui découlent des droits télé. 46%, on serait plutôt sur le poids des droits télé pour un club de l'élite allemande, par exemple. Et 60-65%, on serait plus sur la proportion des droits télé pour des clubs type anglais. Ce qui veut dire que toute chose égale par ailleurs, les clubs allemands sont en moyenne moins exposés à une diminution des droits de retransmission que ne pourraient l'être des clubs du championnat de France, du championnat italien, du championnat espagnol ou du championnat anglais. Toujours est-il que nos clubs professionnels disposent d'une manne financière assez importante qui découle des droits de télévision, mais ils bénéficient également de recettes diverses et variées qui leur proviennent du sponsoring, voilà, tout simplement le naming du stade ou la possibilité d'afficher sa marque commerciale sur les maillots ou dans l'enceinte du stade. En merchandising, c'est la vente de tous les produits dérivés, et également ce qu'on appelle les recettes match day, c'est-à-dire toutes les consommations qui peuvent être faites les soirs de match dans l'enceinte du stade. Ça peut être des biens de consommation alimentaire, etc., etc. Ces revenus permettent aux clubs professionnels, effectivement, d'engager des joueurs professionnels, qui sont leurs salariés, qui sont leurs employés. Et nos joueurs professionnels, en fait, ils tirent leurs revenus de 3 sources différentes. 2 proviennent des clubs, et une 3e source de revenus provient du sponsoring. Comme par exemple lorsqu'Antoine Griezmann vend son image à Gillette pour faire de la pub pour Gillette. Cette 3e source de revenus, on va peu en parler aujourd'hui. C'est pas celle qui m'intéresse, parce que ce qui m'intéresse moi, c'est plutôt de regarder la relation qui peut exister entre un employeur et des employés. Donc, nos joueurs de foot professionnels, ils gagnent leur vie moyennant 2 grandes sources de revenus, qui sont le salariat, pendant la durée de leur contrat, et également une prime à la signature qui peut s'élever à plusieurs millions d'euros si vous êtes un joueur de premier plan, qui est quelque part un espèce de petit bonus que va vous donner le club pour essayer de vous attirer dans ses filets et de s'assurer vos services pendant la durée du contrat. Donc, cette prime à la signature, de temps en temps, elle va être très importante. Elle peut avoisiner elle peut dépasser le million d'euros dans certains cas. Et dans d'autres cas, elle va s'établir à quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros.
Voilà, ça c'était un préambule pour poser un petit peu le cadre. Maintenant, on va essayer de comprendre quels sont les grands chiffres qu'il faut retenir, qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on parle de rémunération des joueurs de foot professionnels. Je vous ai mis dans ce graphique le palmarès des 50 plus gros transferts de l'histoire. Depuis 1995, c'est-à-dire la libéralisation d'une certaine façon du marché du foot, parce qu'en 95 a été promulgué un arrêt qui s'appelle l'arrêt Bosman, qui a permis en fait aux clubs de foot d'avoir plus de 3 joueurs extra-communautaires. Et aujourd'hui, en fait, un club de foot peut avoir autant de joueurs européens qu'il le souhaite dans son effectif professionnel, et jusqu'à 3 joueurs extra-européens dans son effectif. Donc, depuis 1995, donc le mouvement de libéralisation du marché des transferts jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une grosse proportion de transferts parmi les plus importants qui ont été réalisés sur le marché du football professionnel sur les dernières années. On voit une très grosse concentration de points. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a un point qui est très isolé et très au-dessus de tous les autres. Ce point-là, il correspond en fait au transfert de Neymar en 2017 entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. C'est un transfert qui a été valorisé aux alentours de 220 millions d'euros. On va le supprimer, ce transfert, parce que en fait, pour un économiste, on va considérer que du point de vue statistique, il s'agit d'une variable qui est un petit peu aberrante. Donc, on va la mettre de côté pour se concentrer sur les 49 autres points et se rendre bien compte effectivement qu'on a une grosse concentration de transferts records sur les 5 dernières années et qu'on a vraiment une progression quasiment continue des transferts à très forte valeur sur la période considérée, qui correspond tout simplement au fait que depuis 1995, on l'a vu en début de webinaire, on a des clubs qui sont de plus en plus riches, qui sont de mieux en mieux dotés au niveau des revenus et qui se servent de ces revenus tout simplement pour pouvoir acquérir des joueurs qui profitent de cette manne financière pour valoriser leur cotation sur le marché des transferts. Ça va m'amener à faire 2 petites remarques liminaires qui ne manqueront pas de faire réagir certains d'entre vous devant vos écrans. La première, c'est que si on considère Zidane qui est de très loin l'un des meilleurs joueurs de foot de l'histoire et en tout cas le meilleur de son époque, Zidane a été pendant un certain temps le recordman des transferts réalisés dans le football. Il a tenu ce record pendant quelques années. En 2001 ou 2002, il est transféré de la Juventus au Real Madrid pour 75 millions d'euros, ce qui en faisait vraiment le transfert record à l'époque. Aujourd'hui, Zidane, encore une fois, multiple ballon d'or, qui a gagné quasiment tous les titres qu'un footballeur peut gagner, qui a été le meilleur joueur de son époque, il vaut à peu près la moitié de Mbappé, qui au début de sa carrière et qui a été valorisé 135 millions d'euros lorsqu'il a été transféré en 2017 de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain. Un Zidane aujourd'hui, il vaut, toutes choses égales par ailleurs, la valeur d'un joueur comme Lucas Hernandez, qui est un très bon joueur, attention, mais dont la carrière pour l'instant est très très loin d'être aussi reluisante que celle de Zidane. Ça permet en fait de bien comprendre l'impact inflationniste qu'il peut y avoir dans le milieu du foot professionnel. Ça, c'était la première remarque que je voulais vous faire. Et puis, il y a une seconde remarque que j'ai envie d'exposer. C'est en réintégrant justement cette fameuse variable aberrante tout en haut du graphique qui correspond au transfert de Neymar, c'est de vous dire qu'en plus, il arrive de façon assez fréquente qu'il y ait des joueurs qui parviennent à conserver une cote, une valeur sur le marché suffisamment longtemps, qui arrivent à rester durablement performants et valorisables pour leurs employeurs, pour tout simplement faire l'objet de plusieurs transferts à très forte valeur dans leur carrière de joueur de foot professionnel. C'est par exemple le cas de Neymar, qui avait été transféré en 2012 depuis le Brésil vers le FC Barcelone, et puis qui a été de nouveau transféré en 2017 du FC Barcelone au PSG. C'est le cas de Cristiano Ronaldo, qui avait été transféré en 2008 de Manchester United vers le Real Madrid et qui a été retransféré en 2018 par le Real Madrid à la Juventus Turin.
avec une petite d'ailleurs valorisation au passage. Et puis, ça a été aussi le cas pour Di Maria, par exemple, qui en l'espace d'un an a fait vraiment exploser la banque, puisqu'il a été transféré à 2 reprises dans l'espace de 2 ans, depuis Manchester United, le Paris Saint-Germain, et avant ça, le Real Madrid. Pour ces joueurs-là, en fait, pour paraphraser, faire un clin d'œil appuyé à Gilbert Bribois de l'Afterfoot, c'est un petit peu le jackpot, messieurs, dames, hein, effectivement, vu que à chaque nouveau transfert, vous touchez une prime à la signature, et que cette prime à la signature pour des joueurs de ce niveau-là se chiffre en plusieurs millions d'euros, évidemment, on arrive à des sommes qui sont très conséquentes. Je vous mets dans ce graphique-là la rémunération des joueurs de foot professionnels en millions d'euros annuels en 2018, en distinguant bien 2 choses, c'est-à-dire la provenance de leurs revenus salariaux qui leur sont versés par leurs employeurs, qui sont les clubs, et les revenus annexes qui découlent en fait souvent de revenus publicitaires. Je vous mets les 10 plus gros salaires en 2018 dans le foot professionnel. Et on a effectivement 3 joueurs qui culminent à des sommes absolument effarantes. Messi, Ronaldo et Neymar, qui bénéficient à la fois de revenus salariaux et de primes à la performance qui sont très importants, mais également de revenus annexes qui sont tout aussi importants. Et donc, on a des joueurs qui flirtent et parfois qui dépassent les 100 millions d'euros annuels. Vous voyez déjà qu'il y a un gros décrochage entre ce trio de tête et les joueurs qui sont aujourd'hui les mieux rémunérés sur le marché. Paul Pogba, par exemple, qui émarge en 4e position de ce palmarès, est à 29 millions d'euros, donc si on prend l'intégralité de ses revenus, quand un Neymar est à plus de 90 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce graphique? En fait, il faut retenir 3 choses. La première, c'est qu'on a une corrélation très forte au niveau économique, qu'on arrive à prouver avec des données qui sont beaucoup plus quantitatives que celles que je vous présente aujourd'hui, entre le montant des transferts et les salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes un joueur qui flambe, vous allez non seulement être capable de pouvoir faire monter les enchères et de réussir à obtenir un bon salaire dans votre nouveau club, mais en outre, vous allez pouvoir bénéficier d'une prime à la signature qui sera proportionnelle quelque part au prix du transfert et donc qui sera également très importante. La deuxième remarque qu'on peut faire vis-à-vis de ce graphique, c'est que vous avez une concentration des talents dans les clubs les plus riches et les plus influents de la planète football. Les clubs les plus riches, et on verra tout à l'heure un petit peu comment se structure ce marché, sont les clubs qui effectivement peuvent rentrer dans une surenchère, dans les limites du possible, pour pouvoir attirer ces joueurs stars et leur donner les meilleures conditions en matière de revenus salariaux, en matière de primes à la performance. Et vous avez une troisième dimension qu'il s'agit de prendre en compte, c'est que sur ce marché-là, vous avez une certaine logique qu'on appelle winner take all en économie, qui consiste à dire que finalement, que l'on soit un club qui soit très performant ou que l'on soit un joueur qui soit très bankable, dans les 2 cas, on va réussir à attirer une grosse partie des revenus qui transitent sur ce marché-là. En fait, vous avez un marché qui est très inégalitaire, et je vais vous le démontrer dans une petite minute, entre les clubs les plus riches et les plus influents qui ont la capacité de pouvoir attirer les joueurs les plus forts et les plus bankables et qui, eux, vont avoir effectivement des salaires qui sont parfois astronomiques, et puis des clubs qui sont nettement moins dotés, mais qui jouent néanmoins au niveau professionnel, mais qui sont nettement moins dotés en revenus, et qui, eux, ont moins de capacité à attirer des joueurs stars, à les payer au niveau des meilleurs salaires qu'on peut trouver sur ce marché-là. Et ça va dessiner une logique de concurrence inversée. Pour bien vous en rendre compte, je vous ai mis dans ce graphique, vous voyez apparaître en bas à gauche de votre écran, les salaires moyens en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc salaire moyen des joueurs de l'élite, dont certains comme Neymar et Mbappé, que l'on a fait apparaître parmi les plus gros, les joueurs les mieux valorisés au niveau de leurs revenus salariaux à échelle planétaire, donc qui sont contenus dans cet échantillon statistique. Les revenus moyens d'un joueur de Ligue 1 aujourd'hui
sont plutôt aux alentours des 1,5, 1,6 millions d'euros annuels. Et pour les joueurs de Ligue 2, on sera aux alentours de 200 000 euros annuels. Alors évidemment, il y a de très grandes disparités dans ces revenus. On a des joueurs qui captent une énorme partie du gâteau des revenus. Vous avez des joueurs, par contre, qui sont de l'autre côté un petit peu de ce prisme-là et qui se contentent de salaires qui sont toujours très confortables. On parle quand même de football professionnel, mais qui, comparativement aux salaires des plus gros joueurs, sont quand même très nettement en retrait. En fait, dans ce marché-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une logique de concurrence inversée qui commençait en fait à s'esquisser dans le graphique précédent et que je vais en fait tout simplement détailler un peu plus maintenant. Pour bien comprendre une logique de concurrence inversée, il faut s'imaginer un iceberg. On connaît le principe de l'iceberg, c'est le principe du 90-10. 90% du poids et du volume de l'iceberg est immergé et 10% de son poids et de son volume est immergé. Et le problème qui se pose à l'être humain, c'est que généralement, il ne se focalise que sur ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, en fait, ce sont les 10%, c'est-à-dire les 10% qui sont peut-être les plus visibles, mais qui sont loin d'être représentatifs de l'ensemble. Ce qu'on appelle un biais cognitif. Et je vous rassure, les économistes ont le même type de biais également, parce que souvent un économiste se cantonne à comprendre ce qu'il est en mesure de mesurer. Or, souvent, il y a des choses qu'on perçoit très mal et qu'on mesure très mal et qui sont pourtant parfois nettement plus volumineuses, un petit peu à l'instar de la partie immergée de notre iceberg. Pourquoi est-ce que je vous présente l'iceberg? Parce qu'on a tendance à se focaliser uniquement sur la partie émergée de l'iceberg, donc la partie haute de l'iceberg. Et sur le marché du football professionnel, sur cette partie haute de l'iceberg, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve quelques clubs qui sont très puissants, qui sont les clubs les plus riches, qui sont les marques les plus valorisées, à la fois sur leurs championnats nationaux et à l'international, qui sont en mesure chaque année de bien figurer en Ligue des Champions. Et ces clubs-là, ils sont en capacité de pouvoir attirer les quelques footballeurs vraiment, vraiment bankable, les grandes stars du ballon rond. Et sur ce marché-là, il se passe quelque chose d'assez intéressant, parce que, en fait, le nombre de stars qui sont potentiellement employables par ces clubs très puissants et très riches, eh bien, ils sont moins importants en volume que les capacités d'accueil de ces clubs. En fait, en économie, on appelle cette structure de marché un petit peu particulière un oligopsone. Et lorsqu'il y a un oligopsone sur le marché du travail, c'est favorable aux offreurs de travail, c'est-à-dire en l'occurrence les footballeurs. Et les footballeurs, en fait, ces stars sont en mesure de faire monter les enchères parce qu'en face d'elles se trouvent des clubs qui sont très riches, qui sont très fortement dotés financièrement et qui se font une concurrence féroce pour pouvoir acquérir ces joueurs-là, parce qu'un Messi, il n'y en a qu'un, parce qu'un Ronaldo, il n'y en a qu'un, parce qu'un Neymar, il n'y en a qu'un. Donc effectivement, sur la partie émergée de l'iceberg, on a quelques joueurs professionnels qui arrivent à très bien se valoriser sur le marché et qui ont un pouvoir de négociation qui leur est clairement favorable. Sur la partie immergée de l'iceberg, en fait, c'est un miroir quasi parfait de ce qui se passe sur la partie haute de notre graphique. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve? On va trouver un nombre de clubs professionnels limité, tout simplement parce que les championnats ne sont pas extensibles à l'infini, parce que les clubs de foot ne peuvent pas employer un nombre illimité de joueurs. Ils sont contraints déjà financièrement, mais ils sont aussi contraints par les règlements des ligues qui leur imposent en fait de ne pas dépasser un certain nombre de joueurs à inscrire en compétition officielle. Donc, on a un nombre de clubs professionnels qui est néanmoins limité en nombre et en capacité d'accueil, face à une masse de joueurs professionnels qui est quasiment substituable. Et ces joueurs de foot professionnels qui sont malgré tout les meilleurs de leur discipline, parce que pour arriver à ce niveau-là, il a fallu qu'ils se battent, qu'ils s'entraînent et qu'ils fassent beaucoup de sacrifices depuis leur plus jeune âge pour faire partie des quelques milliers de footballeurs les plus forts du monde au moment de leur carrière et qui sont capables de jouer dans ces clubs de foot professionnels à très très haut niveau et à répéter ces efforts pendant le temps que dure leur carrière et sur un nombre de matchs qui généralement va crescendo dans les championnats. Eh bien, ces joueurs-là
ces joueurs de foot-là, ils sont quasiment substituables. Alors effectivement, en fonction des besoins des clubs, en fonction de savoir si actuellement il y a très peu de latéral gauche, on va avoir des joueurs qui, parce qu'ils jouent latéral gauche effectivement et qui jouent à un bon niveau, vont être capables de pouvoir négocier des salaires et des primes à la signature qui sont avantageux. Mais dans l'ensemble, ces joueurs de foot-là sont facilement remplaçables. Et parce qu'ils sont facilement remplaçables, et parce qu'en face d'eux, ils ont des clubs qui ont des capacités d'accueil à la fois financières, mais également réglementaires, qui sont limitées, on est sur une structure de marché qui est plus oligopolistique. Et dans ce cas-là, généralement, ce qui se passe en économie, c'est que le pouvoir de négociation, il est capté par les employeurs, il est capté par les entreprises. Pourtant, ces joueurs de foot pro, là, je veux bien insister là-dessus, ce sont des joueurs de foot qui, pour arriver à ce niveau-là, font déjà partie des meilleurs de leur discipline. Et pour arriver là, ils ont subi une concurrence qui est féroce. Pour jouer au foot professionnel, vous êtes face à des contrats à durée déterminée qui correspondent quand même à des niveaux de précarité qui sont assez importants. Surtout si vous avez des carrières erratiques parce qu'elles sont contrariées par des blessures ou tout simplement parce que vous avez été très performant pendant 3 ans et puis ensuite, vous avez plutôt eu des déclins au niveau de vos performances dans votre carrière. Le chômage est quelque chose qui existe chez les joueurs professionnels et de façon beaucoup plus massive qu'on ne le pense. Et cette carrière qui se mérite parce qu'il y a une concurrence en amont pour pouvoir devenir joueur professionnel, parce qu'il faut rester durablement performant pendant le peu de temps que va durer sa carrière professionnelle, parce qu'il vaut mieux être épargné par les blessures, et bien en plus de ça, elle vous donne droit généralement à la fin à des reconversions qui sont très délicates, en cela que il est très difficile de valoriser vos talents de footballeur sur un autre marché que celui du football, tout simplement. Mais le drame dans tout ça, c'est que devinez sur qui est-ce qu'on se focalise le plus lorsqu'on alimente des débats tels que les joueurs de foot sont-ils bien ou trop payés? Eh bien, généralement, parce que on est nous aussi face à un biais cognitif qui est important, parce que nous aussi on est myope, eh bien, on regarde généralement la partie émergée de l'iceberg et on focalise, parce que nos médias aussi nous y aident bien, sur les joueurs les plus riches, et également les plus forts, et qui jouent pour les clubs qui sont eux-mêmes les plus riches et au palmarès le plus important. Il est là notre biais cognitif. Et c'est parce qu'il y a ce biais cognitif-là que pendant très longtemps encore, cette discussion de savoir si les joueurs de foot sont trop payés continuera à alimenter les conversations dans les cafés du commerce ou dans les repas de famille, et qu'on continuera à avoir beaucoup de caricatures autour de l'argent dans le football. Retenez quand même que cet argent, s'il est effectivement abondant, c'est parce qu'il y a aussi des revenus dont disposent les employeurs, qui sont les clubs de football professionnels, qui vont crescendo, et que ces revenus-là sont quand même très inégalement répartis entre quelques joueurs stars dont on parle tout le temps et qui effectivement ont des rémunérations qui sont très importantes, et une masse de joueurs qui sont nettement plus anonymes et qui ont des carrières qui sont nettement plus erratiques. Retenez aussi quelque chose qui est, à mon sens, peut-être encore plus important que tout le reste, c'est que le salaire, c'est le fruit d'un processus de marché. C'est un processus de marché que j'ai essayé de vous dépeindre de façon très synthétique à travers mon iceberg, qui montre qu'on a un pouvoir de négociation qui est différencié en fonction de là où on se situe dans le marché et de qui peut être notre employeur potentiel. Le salaire, c'est un produit, c'est le prix du travail, c'est le produit d'un processus de marché. Il ne faut pas le confondre avec le reflet de l'utilité sociale. Et on le comprend encore mieux dans les temps troubles qu'on est en train de vivre. Parce que si le salaire était le reflet d'une utilité sociale, aujourd'hui, les salariés les mieux payés seraient probablement ceux qu'on retrouve en première ligne face au coronavirus. Ce seraient les hôtesses de caisse, ce seraient les éboueurs, ce seraient les livreurs, ce seraient les forces de l'ordre, ce seraient évidemment nos soignants, peut-être un peu moins les économistes et peut-être beaucoup moins les sportifs. Mais le salaire, ce n'est pas ça. Si on le cantonne à l'utilité sociale, on émet un jugement de valeur qui, derrière, ouvre la porte à des débats qui sont très intéressants sur les sociétés que l'on veut avoir, que l'on veut construire. Et on a la chance d'être en démocratie et donc de pouvoir exprimer quelque part par notre vote et par les débats publics qu'on peut avoir
un petit peu la société dans laquelle on a envie de vivre et avoir une petite influence là-dessus, mais le salaire, c'est le prix du marché et c'est le prix d'un processus de marché qui est à mettre en relation avec ce qu'un employeur est disposé à payer en fonction des ressources dont il dispose par ailleurs. Alors, j'avais pas envie de terminer le webinaire aussi vite et de façon aussi abrupte. Et donc, du coup, je vous ai préparé 2 petits bonus qui vont me permettre de terminer ce webinaire avec un ton un petit peu plus décalé. Le premier bonus, c'est sur quels critères se basent les recrutements. Qu'est-ce qui fait qu'en fait un joueur de foot va être la cible d'un employeur, un club de foot qui va décider de miser plusieurs millions sur tel ou tel joueur. Alors en fait, on a tout un tas d'études économiques qui s'intéressent à cette question-là. Et on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte qu'on va pouvoir classer en 3 familles de critères. Les plus évidents, ce sont les critères de performance quantitatifs. Ces critères de performance quantitatifs, aujourd'hui, ils sont complètement incontournables dans le football et dans quasiment tous les sports où il y a beaucoup d'argent. Et en fait, ils se basent sur du data mining, sur des métriques qui sont fournies par des organismes spécialisés, tels que Opta, par exemple, dans le football, et qui vont donner en fait une base de données statistique très forte et très précise des performances du joueur match après match. Et donc, ils permettent à des employeurs potentiels d'objectiver la performance des joueurs sur lesquels ils s'apprêtent éventuellement à investir. À côté de ces critères de performance quantitatifs, on a une batterie de critères de performance qui sont plus qualitatifs, beaucoup plus subjectifs. Par exemple, la qualité du jeu sans ballon, le leadership, le sens tactique, la vision du jeu, tous ces critères qu'on peut imaginer, qui ne peuvent pas se résumer à des chiffres dans un tableur Excel, qui ne peuvent pas être appréhendés de façon automatique par la machine, qui sont difficilement mesurables et qui, en fait, sont néanmoins des incontournables dans la décision d'investir pour un club de foot professionnel dans tel ou tel joueur, parce que un joueur de foot, ça se résume à beaucoup plus de choses que ses performances avec le ballon. C'est aussi ce qu'il va apporter en matière, de manière nettement moins visible, au collectif, parce que le foot est un sport collectif. Et ça, on a encore besoin du flair d'agents de joueurs, du flair de recruteurs, du flair de directeurs sportifs qui vont aller au-delà des critères de performance purement quantitatifs pour essayer de capter ce que des machines peuvent moins capter, c'est-à-dire les qualités intrinsèques du joueur en matière d'intelligence de jeu et de vision de jeu. À côté de ces critères de performance qualitatifs, on a également des critères humains qualitatifs qui sont tout aussi subjectifs. Donc là, on va parler du caractère du joueur. Est-ce qu'il va pouvoir bien s'intégrer à mon vestiaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être très professionnel dans son hygiène de vie, qui va faire des heures d'entraînement supplémentaires pour pouvoir perfectionner son niveau, son art, etc. Tout ça sont des critères qui sont très fortement scrutés par les recruteurs également, pour être sûr qu'on va minimiser le risque de l'investissement lorsqu'on va décider de miser plusieurs millions d'euros sur tel ou tel joueur. Alors évidemment, ces critères humains qualitatifs, ils sont d'autant plus importants à prendre en compte qu'on est face à des profils un petit peu à risque, parce que lorsqu'un Nicolas Anelka traite son entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, Raymond Domenech, de fils de ou lorsque Serge Aurier multiplie les frasques et les déclarations intempestives par médias interposés ou par Twitter interposé, et qu'on est face à ce que Daniel Riolo, deuxième clin d'œil appuyé à l'Afterfoot RMC, dépeint dans son livre comme un petit peu le côté racaille qu'il peut parfois avoir dans le football. Évidemment, ce type de comportement et de critères va venir dévaloriser la valeur globale du joueur. Et ça, c'est montré dans pas mal d'études sur la question, des études économiques. Alors, parmi ces critères-là, quels sont ceux qui pèsent le plus finalement dans le choix de recrutement des joueurs de foot professionnels par des clubs de foot professionnels?
Je vous renvoie vers un article qui a été publié par Pierre Rondeau il y a quelque temps sur The Conversation. Et cet article est assez intéressant parce que le titre est très évocateur. Il nous dit la chose suivante: pour devenir footballeur professionnel, soyez beau et régulier. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on aurait intuitivement en tête lorsqu'on parle de footballeur professionnel. On préférait plutôt peut-être miser sur des joueurs qui sont réguliers, qui sont irréguliers, et on voit pas trop ce que la beauté vient faire au milieu de tout ça. Et là, en fait, il y a des études économiques qui s'intéressent aux critères, à la fois quantitatifs et objectifs, et des critères plus qualitatifs et subjectifs, pour comprendre comment se valorise un sportif professionnel et un joueur de foot professionnel en premier lieu. Et ces résultats sont assez intéressants. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Et ils ne manqueront pas de vous faire réagir, j'en suis certain. Sur la question de la beauté physique, on ne peut pas être sur quelque chose de plus subjectif que ça. Sachez qu'en fait, c'est valable pour le foot, mais en fait, c'est valable pour tous les métiers. Ça fait très longtemps que de nombreux économistes ont mis en exergue un lien assez fort entre la beauté d'une personne, qui est un peu plus subjective, et le salaire annuel de cette personne. Sachez, par exemple, que la plupart des études qui ont été menées de façon empirique à l'échelle internationale sur ces questions-là ont tendance à montrer, lorsqu'on les prend ensemble, conjointement, ces études-là, qu'en moyenne, pour les métiers de tous les jours, un individu qui est plutôt good looking, encore une fois c'est très subjectif, va gagner en moyenne pour exactement le même métier, avec la même ancienneté, le même niveau de diplôme, etc., 15% de plus qu'un salarié qui aura un physique un petit peu plus ingrat. Donc, c'est un lien qu'on connaît déjà au niveau économique, qui a été observé des centaines de fois et qui tend toujours vers le même type de résultat. Il y a effectivement une prime à la beauté et ça ne s'arrête pas qu'au football. En matière de football, cette prime à la beauté, elle va avoir des conséquences encore plus importantes en matière salariale. On a eu des études qui ont été menées où on a demandé en fait à des spectateurs, et plutôt des spectatrices en fait, de football, de donner des notes entre 0 et 7 aux footballeurs selon uniquement les critères de beauté. Et on est arrivé à des résultats assez intéressants lorsqu'on a comparé ces notes moyennes de beauté qui pouvaient leur être attribuées par les spectatrices et les salaires qu'ils perçoivent dans leur club. On est arrivé sur des résultats statistiques qui sont ultra intéressants et ultra robustes et qui ont montré que à chaque fois que vous gagnez un point de beauté, à chaque nouveau point de beauté, ce qu'on appelle un gain marginal en économie, on avait en moyenne une augmentation de 250 000 € de salaire annuel qui arrive en face de façon assez systématique. Voilà, donc le critère, ou plutôt le lien entre beauté et salaire annuel dans le foot, non seulement il se vérifie, mais en plus de ça, il donne lieu effectivement à des primes, en tout cas une survalorisation par rapport à la moyenne qui parfois peut donner effectivement le tournis. Et puis, la deuxième chose que nous dit Pierre Rondeau dans son article, c'est de nous dire il vaut mieux être irrégulier lorsque vous êtes joueur de foot professionnel. Alors, jusqu'à un certain point. Lorsque vous êtes toujours très fort et de façon très régulière, vous serez le mieux payé. On en a parlé tout à l'heure, on parle de Neymar, on parle de Messi, on parle de Ronaldo. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ces joueurs-là sont très, très rares. À côté de ça, vous avez des joueurs qui rentrent dans un aléa sportif, un aléa de performance. Et lorsqu'on scrute, en fait, à travers des études économétriques, le niveau de salaire et le niveau de performance moyenne, en regardant un petit peu la façon dont, en fait, ces joueurs sont notés, par exemple, comme dans des médias comme l'Équipe, eh bien, on se rend compte qu'il vaut mieux être un joueur irrégulier, mais qui est capable de temps à autre d'avoir des performances très, très, très importantes, qu'un joueur qui va être durablement moyen ou bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes un joueur très irrégulier, mais qui de temps en temps va être capable d'avoir des fulgurances, eh bien, on va parler pendant très longtemps de vos fulgurances. Ça va créer une espèce d'aura, une espèce d'écho autour de votre personne. Et la plupart du temps, eh bien, on a un biais cognitif, encore un, où les clubs se souviennent, donc les employeurs se souviennent pendant très longtemps des exploits que vous avez pu réaliser.
Vous pouvez être un joueur très très moyen, mais si vous marquez un but en retournée en finale de Ligue des Champions, je vous garantis que votre cote va être multipliée par 2 et que vous allez être en position de force pour pouvoir négocier un salaire très avantageux, alors même que le reste du temps, vous êtes un joueur relativement moyen. Pourquoi? Parce que vous avez bénéficié d'un effet, un effet loop, parce que tous les braqueurs vont être braqués sur, toutes les lumières vont être braquées sur vous pendant un certain temps, les lumières médiatiques, les lumières également des réseaux sociaux, on va parler de votre exploit, de votre performance, et il vaut mieux être un joueur très irrégulier, mais qui est capable de temps en temps, sur un fait de jeu, de faire basculer un match, plutôt que d'être un joueur régulier, et on aura une pensée émue à tous ces métronomes du jeu, et on les sait nombreux, sans lesquels, en fait, les joueurs qui gravitent autour dans un collectif sont incapables de briller et qui vont être nettement moins valorisés sur le marché que des joueurs qui sont plutôt des feux follets, qui sont capables de temps en temps, peut-être Balotelli ou Ben Arfa, de réaliser des exploits, mais qui en fait sont des joueurs qui sont hautement irréguliers sur le long terme. Et donc, pour conclure sur ce point-là, je ferai une petite remarque qui est de dire qu'on est face à des employeurs, des clubs de foot professionnels qui ont des préférences hétérogènes en fonction tout simplement de leur projet sportif ou tout simplement de leurs besoins du moment. Voilà, en ce moment, on cherche un latéral gauche ou on cherche un milieu de terrain. Mais aussi, on est face surtout à des clubs qui ont des incertitudes qui sont très fortes parce qu'ils ne peuvent pas savoir si les millions qu'ils s'apprêtent à investir sur tel ou tel joueur vont générer un retour sur investissement. Ils ne savent pas par avance, avec certitude, si oui ou non, ils font le bon choix lorsqu'ils décident de mettre une certaine somme sur la table, que ce soit en termes de prix de transfert ou de salaire, parce qu'ils ne peuvent pas présumer que les performances du passé présument des performances du futur. Et en cela, nos joueurs de foot professionnels sont exactement comme le vin. Ce sont des biens d'expérience. Ce sont des biens qui sont particuliers parce qu'on ne peut pas savoir si on a bien fait d'investir dans leur achat, dans leur acquisition, avant de les avoir goûtés. Alors effectivement, dans le cadre du vin, on sait qu'une belle étiquette va limiter la prise de risque. On sait que face à une belle appellation, face à certains cépages, certains millésimes, etc., on va avoir une maximisation des chances que le breuvage qu'on s'apprête à boire vaut l'argent que l'on a dépensé à son acquisition. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas être sûr que votre Château Margaux valait la valeur que vous avez mis sur la table pour l'acquérir auprès de votre caviste avant de l'avoir réellement mise en bouche. Et dans le football professionnel, c'est exactement pareil. On peut avoir tout un tas de métriques qui viennent objectiver la performance passée des joueurs. Il y a trop d'incertitudes pour savoir si ces joueurs vont être capables, sur la durée, de réitérer ces performances lorsque le contexte change, lorsqu'ils sont en interaction avec d'autres joueurs, dans d'autres pays, avec des mœurs parfois différentes, des cultures qui sont différentes, avec un vestiaire qui va plus ou moins bien les accueillir, etc. Il y a tellement d'incertitudes que, in fine, c'est un petit peu comme le bal, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes, c'est un petit peu à la fin, au moment où on va se séparer de son joueur de foot professionnel qu'on avait acquis au préalable, qu'on va savoir si globalement l'investissement, quelque part, valait le coup. Et dernier petit bonus, je ne voulais pas vous quitter sans vous parler des entraîneurs, ces fameux fusibles qui sont généralement en première ligne aussi et qui généralement sautent dès lors que les performances ne sont pas au rendez-vous. C'est généralement les premiers employés à faire les frais d'une mauvaise performance des joueurs. Pour les coachs, ça se passe comment? Alors, je ne vais pas être très très long parce que je voulais simplement vous faire part d'une chose. Si vous lisez le livre Soccer Economics, qui est un livre très décalé mais très intéressant sur les études empiriques, économétriques qui ont été menées en matière de foot, vous apprendrez, et j'ai rien à redire là-dessus, que finalement, en foot, 89% des résultats s'expliquent par le budget. Globalement, plus vous êtes riche, plus vous êtes en capacité sur le long terme d'acquérir les meilleurs joueurs qui vont avoir en moyenne les meilleures performances, qui vont vous permettre donc tout simplement de gagner des titres, que ce soit des compétitions nationales ou internationales. Mais si vous lisez le même livre, vous allez lire la chose suivante, et c'est cette chose-là que je vous propose de discuter pendant 2 minutes.
vous allez dire que les coachs, finalement, apportent si peu de valeur ajoutée qu'il est tentant de penser qu'ils pourraient être remplacés par un ours en peluche sans que le classement du club ne change. Alors, quand on connaît le football, on se dit que face à pareille assertion, on a quand même tout un tas de contre-exemples. Et on a tout un tas de coachs qui, finalement, sont des entraîneurs pour lesquels cette affirmation, elle ne nous semble pas tenir la route. Pourquoi? Parce que des entraîneurs comme Sir Alex Ferguson ont réussi à se maintenir au plus haut niveau et à maintenir leur club au plus haut niveau et en faire le club le plus riche du monde pendant 25 années de carrière professionnelle et à gagner quasiment tous les titres possibles et imaginables. Parce que quelqu'un comme Didier Deschamps a gagné dans tous les clubs dans lesquels il est passé ou presque. Parce qu'un Jürgen Klopp également gagne dans quasiment tous les clubs dans lesquels il passe. Parce qu'on a aussi d'autres catégories d'entraîneurs qui ne gagnent pas tout le temps, mais qui arrivent à régulièrement battre le marché en ce sens où ils arrivent à faire des choses assez extraordinaires avec des petits budgets. Giroud a réussi à faire d'Auxerre dans les années 90 une plateforme de football européen avec un tout petit budget. Marcelo Bielsa a réussi à faire des choses formidables en matière de qualité de jeu, mais également en matière de résultats avec l'Olympique de Marseille, avec un budget qui était très limité comparativement à d'autres budgets de Ligue 1. Jocelyn Gourvenec, lorsqu'il est passé par Guingamp, a réussi à faire gagner une Coupe nationale à Guingamp et amener Guingamp en huitième de finale de Coupe de l'UEFA. Tout petit budget. Donc, on a tout un tas d'entraîneurs qui parfois arrivent à faire déjouer les pronostics et parfois ils y arrivent à le faire de façon très régulière. Alors, comparer les entraîneurs et leur action sur la bonification de leur collectif à des ours en peluche, c'est peut-être inutilement provocateur. Parce qu'un entraîneur, c'est beaucoup plus que ça. Hein, c'est més qu'un formador, c'est més qu'un club, hein, un petit clin d'œil au FC Barcelone, c'est més qu'un formador. Un entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui gère les recrutements du staff sportif, mais également des joueurs. C'est lui qui gère les contrats. C'est lui qui définit les schémas tactiques. C'est lui qui choisit les titulaires en fonction de la forme du moment, qui va manager les susceptibilités, qui va mettre les schémas tactiques en fonction de l'adversaire du jour. C'est lui qui va gérer la communication en salle de presse. C'est lui qui va gérer les relations humaines, intestines dans le club. Et c'est limite si c'est pas lui qui va passer le balai in fine, quoi. Un entraîneur de foot, c'est un manager. Et c'est pas pour rien que on a des diplômes d'entraîneurs de foot professionnels. C'est pas pour rien qu'on a mis en place ce genre de diplôme. C'est parce que les qualités pour être manager, pour être lapsus révélateur, pour être entraîneur dans un milieu à très forte intensité de pression, elles sont plurielles. Et parce qu'elles sont plurielles, eh bien oui, à un moment donné, on a des entraîneurs qui, in fine, ont peut-être un rôle de bonification de l'ombre, mais parfois ce rôle de bonification prend vraiment la lumière dans certains cas. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les clubs les plus riches du monde, qui sont aussi les meilleurs, et qui, derrière, parce qu'ils sont riches, arrivent à expliquer 89% de leur performance par leur richesse, par le budget. Ce sont aussi les clubs qui peuvent investir dans les meilleurs entraîneurs. Et donc, avoir un Pep Guardiola qui gagne des titres avec Manchester City depuis quelques années, après en avoir gagné tout un tas d'autres avec le FC Barcelone, quelle est la part de la réussite de ces clubs-là dans le budget, qui repose uniquement sur le budget, et qu'est-ce qui repose sur les qualités intrinsèques du manager-entraîneur? Ça, ça reste très largement à découvrir. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je considère qu'on a fait pas mal le tour de la question, qu'on a battu en brèche tout un tas d'idées reçues dans le foot et qu'on va pouvoir tranquillement enterrer Footix. Donc, je vous remercie pour votre confiance. Et vous pouvez tout à fait réagir, poser des questions dans l'onglet questions qui est sur la droite de votre écran. Et après 30 secondes de pause et de façon à reposer un tout petit peu ma voix et à boire un verre d'eau, je commencerai à répondre à vos questions. Voilà, voilà.
Pour poser les questions, passez vraiment sur l'onglet questions plutôt que sur l'onglet chat, parce que je n'ai pas la possibilité de voir les deux fenêtres simultanément. Donc, si vous avez vraiment des questions à poser, basculez sur la partie questions. Hein. Vous avez une partie droite avec plusieurs onglets, chat, questions, sondage, participants. Allez sur la partie questions, posez vos questions, et puis je vais tâcher d'y répondre. Alors, je vais prendre une première question qui m'est envoyée par Imaya. Et Imaya me pose la question de savoir comment peut-on se procurer les chiffres présentés. Bon, vous vous doutez bien que les chiffres présentés sont des chiffres tout simplement qui résultent de recherches personnelles. Donc, ce sont des bases de données que j'alimente en fait année après année. Mais pour ce qui concerne les salaires, il y a plusieurs types de sources hein, qui peuvent nous intéresser, nous en tant qu'économistes. Si on prend les données macroéconomiques, on va regarder un petit peu quels sont, par exemple, dans le cas de la France, les rapports des clubs qui sont publiés par la DNCG. On a aussi un rapport officiel de la LFP qui nous donne les salaires tels qu'ils sont pratiqués en Ligue 1 ou en Ligue 2. Voilà. Pour certains revenus annexes publicitaires, on a généralement des instituts d'études qui nous donnent des données qui sont relativement fiables, qui parfois d'ailleurs donnent lieu à des publications grand public comme dans Forbes, mais Deloitte par exemple a un observatoire qui est très, très performant en la matière. Et puis on a tout un tas en fait d'observatoires du football professionnel qui diffusent en fait des bases de données sur les performances des joueurs, mais également sur les revenus salariaux. Et une fois qu'on a toutes ces données-là, eh bien on peut les retravailler, on peut faire tout un tas de choses, dont les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui sont une illustration parmi d'autres. Alors là, on a une question qui est posée par Florent, qui est très intéressante et qui fait écho en fait au rapport entre beauté et irrégularité et la cote du joueur. Et on se pose la question de l'impact médiatique en fait derrière tout ça. Mais ça va de pair en fait. Ça va de pair. Peut-être que je suis passé de façon un peu trop abrupte sur la question, mais il est évident que pour tout un tas de raisons, tout ceci fonctionne de façon symbiotique. Tout simplement parce que les joueurs beaux, par exemple, sont des joueurs qui vont faire vendre peut-être davantage de produits dérivés, mais ce sont aussi des joueurs qui vont faire de plus belles unes dans les magazines spécialisés. Et puis, ce sont des joueurs qui vont pouvoir mieux valoriser leurs images auprès d'annonceurs. Donc, en fait, tout ça crée une aura médiatique autour de certains joueurs qui, en plus d'être performants dans le sport qu'ils pratiquent, sont des joueurs qui sont suffisamment good looking pour prendre la lumière, pour faire la une des magazines, pour tout simplement tourner dans tout un tas de campagnes de publicité télévisuelles. Et voilà, tout ça est fortement connecté. Donc, évidemment qu'on a un impact médiatique qui est très fort. Et sur la régularité, tout pareil. Parce que j'ai bien insisté sur le fait que les joueurs irréguliers sont capables effectivement de se valoriser plus que les joueurs réguliers, à condition que dans leur irrégularité, ils sont capables par moment réellement de faire des performances qui sont hors normes. Ceux qui sont capables de faire des Ben Arfa ou des Mario Balotelli, qui sont des joueurs, on le sait, complètement instables, et également sur le plan psychologique d'ailleurs, mais ce sont des joueurs qui sont très instables, mais qui 3-4 fois dans la saison vont faire gagner des matchs quasiment à eux tout seuls, vont réaliser des gestes qui sont les seuls à savoir réaliser, et évidemment les médias vont s'emparer de tout ça, mais regardez encore le dribble qu'a trouvé Ben Arfa, ou la frappe de 35 mètres quasiment excentrée du mauvais pied que Balotelli a réussi à mettre dans la lucarne. Et ces joueurs bénéficient de cette aura médiatique, et ces joueurs bénéficient de l'écho
et la caisse de résonance que aujourd'hui les images médiatiques, ce qui se diffuse de façon internationale, mondiale, que ce soit dans les médias traditionnels ou par les réseaux sociaux, eh bien ces joueurs vont bénéficier de tout ça pour pouvoir tout simplement augmenter leur valeur et leur cote. J'ai une question très intéressante qui me provient de Jérémy. Jérémy me pose la question de savoir si finalement on a des aspects qualitatifs qui sont très importants dans la valorisation des joueurs de foot professionnels, mais qui ne sont pas perceptibles, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont très difficilement perceptibles par les métriques. Et comment est-ce qu'on arrive à quantifier ces qualités? Justement, ces qualités-là, pour l'instant, à ma connaissance, on n'arrive pas vraiment à les quantifier. C'est la raison pour laquelle, en fait, on ne peut pas, sur ces aspects-là, tout déléguer à la machine. On a besoin, en fait, d'humains qui sont capables d'analyser ce que la machine ne peut pas analyser. On a besoin de gens qui sentent les choses, qui connaissent les vestiaires, qui connaissent le sport, qui connaissent la psychologie des joueurs, qui connaissent leur professionnalisme, qui vont chercher les informations là où elles se trouvent, auprès d'autres joueurs, auprès d'anciens entraîneurs, auprès des employeurs actuels. Et en fait, ces personnes-là, ce sont des agents de joueurs, mais les agents de joueurs, je vais les mettre un tout petit peu de côté parce qu'ils sont intéressés, y compris parfois dans le fait de divulguer de fausses informations pour valoriser les joueurs qui ont signé avec eux. Donc je vais les mettre un petit peu de côté, mais à côté de ça, vous avez les directeurs sportifs, les directeurs techniques, vous avez les scouts qui parcourent le monde entier pour aller chercher les nouvelles pépites, les nouveaux talents, et qui vont observer les joueurs dans leur environnement un petit peu naturel. Tout ça, en fait, ce sont des données qui vont venir en appui des données quantitatives qui reposent sur les métriques, qui elles sont objectives, pour permettre aux entraîneurs et aux dirigeants de clubs de foot de prendre la meilleure décision possible, de minimiser le risque en fait. Donc évidemment, sur ce marché, comme sur bien d'autres marchés, j'ai envie de vous dire, on aura encore pendant très longtemps besoin de ce que la machine ne saura pas faire de sitôt, c'est-à-dire un petit peu de flair, de l'expertise terrain en fait, et de la psychologie. On aura besoin de l'humain. Alors là, j'ai une question qui est excellente et à laquelle je vais malheureusement pas être en mesure de totalement apporter une réponse parce qu'un économiste, il fait de l'économie, il ne fait pas de futurologie. Mais la question que me pose Rudy est la suivante. Voilà, on est dans un contexte d'instabilité économique inédit. On est face à une crise d'une ampleur à la fois inédite, mais surtout avec énormément d'incertitudes. Et est-ce que c'est la fin de la survalorisation des joueurs de football? Dit autrement, est-ce qu'on n'était pas sur une bulle financière qui risque d'éclater avec la crise? Alors, je ne peux pas donner de réponse tranchée. Maintenant, je peux réfléchir en même temps que vous sur ces questions-là. Il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus, notamment liés aux dates de reprise des championnats. En fonction des dates de reprise des championnats et de la reprise même éventuelle des championnats, il va se passer quelque chose qui est de savoir tout simplement si les diffuseurs, dont on a vu en début d'un webinaire qui constituent entre 50 et 65% des revenus des clubs de foot professionnels, vont s'acquitter des droits qu'ils ont acquis pour des matchs qu'ils ne peuvent pas retransmettre dans la mesure où ils ne se jouent pas à ces matchs-là. Il est évident que si ces sommes ne transitent pas cette année parce que les championnats sont arrêtés, eh bien, ça va poser un énorme souci auprès des clubs qui sont financièrement les plus exposés à ces droits de retransmission. Et il y a déjà fort à parier que le marché des transferts qui généralement a lieu pendant l'été cette année sera un marché des transferts qui sera une aberration statistique sur la structure longue de l'observation que je vous donnais en début de webinaire, en cela où il risque d'y avoir très peu de survalorisation sur le marché. Et on risque effectivement d'avoir un marché des transferts cette année qui sera très faible. Et la question est de savoir si une éventuelle déflation dans le football serait quelque chose de durable
ou pas? Et là, c'est beaucoup plus difficile de répondre à une telle question, tout simplement parce qu'on a des inconnus qui sont énormes, ne serait-ce que sur le plan sanitaire. Mais admettons que les championnats puissent reprendre et admettons que finalement, d'ici quelques mois, on peut pratiquer du football, mais n'importe quel sport professionnel, un petit peu comme on le pratiquait jusqu'à présent, c'est-à-dire dans des enceintes avec plusieurs milliers de spectateurs et des joueurs qui n'ont pas peur d'avoir des contacts physiques très rapprochés pour pouvoir exercer leur sport. En admettant cela, on a des forces de rappel qui sont très fortes quand même sur le marché. Parce que les contrats de diffusion avec les diffuseurs, avec les télévisions, sont des contrats pluriannuels. Donc, ils n'ont pas lieu d'être renégociés avant d'arriver à expiration. Donc, cet argent va continuer à transiter pendant un certain temps dans le football. Parce que les contrats des joueurs sont des contrats à durée certes déterminée, mais bon, ce sont des contrats qui sont établis généralement en moyenne plutôt entre 3 et 5 ans. Donc, la valorisation des joueurs par la valorisation salariale des joueurs et les primes, pareil, ne pourront pas être renégociées, sauf cas de force majeure, de façon très facile et abrupte à très court terme. Et parce que le football ne va pas perdre tout simplement sa clientèle du jour au lendemain. Et tant qu'il y aura des abonnés à Canal+, à Bein Sports, qui dépensent chaque année des sommes qui sont assez importantes malgré tout pour regarder du football, tant qu'il y aura des spectateurs dans les stades, tant qu'il y aura des gens et ils sont nombreux, pour acheter des produits dérivés, tant qu'il y aura des sponsors qui miseront à la fois sur les compétitions, mais aussi sur les footballeurs pour pouvoir véhiculer leurs messages commerciaux, il n'y a pas de raison que tout ça s'écoule du jour au lendemain. Parce qu'il y a justement ces forces de rappel que les économistes appellent les effets d'hystérèse. Mais les incertitudes sont tellement nombreuses que je me garderai bien d'avoir un jugement péremptoire sur le sujet et je vais rester sur le stade de la réflexion, que j'essaie de faire de la façon la plus honnête et la plus compréhensible qui soit pour répondre à votre question. Voilà, Rudy. L'industrie du baby-foot, je sais pas, je ne parle que de ce que je connais, mais en tout cas, il est toujours très intéressant d'avoir un baby-foot chez soi, donc parlez-en à Bonzini, à René Pierre et autres constructeurs de baby-foot. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles je pourrais répondre ou je vais laisser peut-être 30 secondes se passer, le temps de voir s'il y a de nouvelles questions qui arrivent. Alors, il y a une question de Sarah que je salue au passage, c'est une de mes étudiantes, et qui me pose la question de savoir si l'augmentation du nombre de diffuseurs de foot ne peut-il pas impacter l'économie du foot. Alors, il faut déjà définir ce qu'on entend par impact, mais l'augmentation du nombre de diffuseurs, pour un économiste le comprend comme une augmentation de l'intensité concurrentielle. Quand vous avez un nombre de diffuseurs qui augmente, vous avez un nombre de diffuseurs qui se fait une concurrence pour diffuser une compétition qui, en fait, comporte toujours le même nombre de matchs année après année. Et donc, plus vous avez de diffuseurs potentiels, toutes choses égales par ailleurs, pour une compétition, plus il y a de chances que cette compétition se valorise sur le marché. Tout simplement parce que les diffuseurs vont se faire concurrence et vont rentrer dans un processus d'enchère qui font que, eh bien, in fine, la même compétition avec à peu près les mêmes clubs va se valoriser d'autant plus qu'il y avait beaucoup de candidats à leur diffusion. Et ça, c'est vraiment toute chose égale par ailleurs. Là où ça va devenir très très intéressant dans les prochaines années, c'est de voir si les GAFAM, appelons-les ainsi, en tout cas les acteurs du numérique tels que Google, Amazon, Facebook, etc., vont se positionner de plus en plus sur des droits sportifs. Ils commencent à le faire avec parcimonie, parfois sur des sports plus secondaires ou parfois uniquement sur le marché américain, mais ils commencent à le faire. Et il est évident que s'ils ont vraiment envie d'investir dans le marché, et si vraiment ils sentent
que ils peuvent en tirer un retour sur un investissement qui est positif, eh bien, ils vont faire concurrence de façon de plus en plus massive aux diffuseurs traditionnels que sont les chaînes de télévision. Et c'est déjà difficile pour Canal+ d'être compétitif, par exemple, face à un beIN Sports ou un Media Pro qui nous vient d'Espagne, mais bon, sur un actionnariat qui est chinois. Ce sera d'autant plus difficile pour Canal+ de faire concurrence à Facebook ou à Google s'ils ont vraiment envie d'investir le marché. Pensez-vous que le seuil des milliards pour un transfert sera atteint un jour? Peut-être, peut-être, mais il y a beaucoup trop d'inconnus pour pouvoir pareil, juger, enfin répondre à ces questions de façon péremptoire. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne fais pas de futurologie, mais jouerons-nous toujours au football dans un siècle? Enfin, il y a plein de raisons de penser que peut-être nous jouerons plus au foot dans un siècle, ou peut-être que le foot sera toujours pratiqué, mais par des hologrammes virtuels plutôt que par des joueurs réels. On peut tout imaginer. Mais la vérité, c'est qu'en fait, pour l'instant, rien nous laisse à penser que, euh, au niveau structurel, encore une fois, hein, que l'inflation autour du prix de transfert des joueurs, et notamment des meilleurs d'entre eux, pourrait se réduire. Maintenant, on voit que même pour un Neymar, qui est vraiment un joueur hors norme, valorisé 220 millions d'euros, et tout un tas d'autres joueurs qui sont aujourd'hui valorisés autour de 100 millions d'euros, pour arriver jusqu'à 1 milliard, il faudrait encore de nombreuses années d'inflation, voire même d'hyperinflation sur ce marché-là. Et je ne suis pas sûr qu'on voie ça dans un futur très proche, en tout cas. Très bonne question, Florent. Décidément, les clubs auraient-ils intérêt à développer la réalité virtuelle pour assister à un match de foot? Alors, la question se pose plutôt de savoir si ce ne serait pas plutôt peut-être les diffuseurs qui pourraient éventuellement développer la réalité virtuelle. Déjà parce que c'est peut-être moins éloigné de leur cœur de métier, et aussi parce que ce serait peut-être proposer une innovation visuelle encore plus immersive. Et s'il devait y avoir ce type d'innovation, je la verrais plus probablement émaner des diffuseurs de compétition plutôt que des clubs de foot dont l'intérêt est plutôt d'attirer un maximum de téléspectateurs, de spectateurs au stade. Pour répondre à la question d'Imaya, les diffuseurs achètent les droits de diffusion alors aux ligues dans l'extrême majorité des cas. Dans l'extrême majorité des cas, c'est les ligues professionnelles, telles que la LFP en France, qui négocient au nom des clubs professionnels les droits de retransmission. Voilà. La répartition entre clubs, ça fait l'objet de discussions en fait régulières entre les différents clubs au sein de la ligue, hein, qui encore une fois est une instance qui représente l'ensemble des clubs. Et tout ça est en fait statué et donne lieu à un contrat. Et par exemple, pour prendre le cas de la France, on a une répartition entre clubs qui est relativement égalitaire des droits de retransmission télévisuelle, où une grande partie en fait de l'enveloppe des droits télé est répartie équitablement entre les clubs, et une petite partie de ces droits-là, de l'ensemble des droits, va être distribuée en fonction des performances des équipes, à la fois sur le plan sportif, c'est le classement final qui va faire foi, et aussi au niveau des performances médiatiques. Voilà, je pense qu'on a éclairé pas mal d'aspects assez nébuleux du marché du football. J'espère que ce webinaire vous a plu autant qu'il m'a été plaisant de l'animer. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour votre confiance, pour vos innombrables questions. Et puis, en période de confinement, restez chez vous et prenez soin de vous et de vos proches parce que c'est quand même bien là le plus important. Voilà, à bientôt. Merci pour tout. Et si vous voulez prolonger les conversations,
Bah, aucun problème. On peut faire ça via Twitter, on peut faire ça via Facebook ou via LinkedIn. Il n'y a aucune difficulté, bien au contraire. Donc, je vais réafficher mes contacts Twitter, LinkedIn, réseaux sociaux en fait, sur lesquels vous pouvez tout à fait m'interpeller, me poser des questions que vous n'auriez pas eu tout simplement le temps de poser aujourd'hui. Voilà, merci à tous et au plaisir pour un prochain webinaire.